À notre arrivée en Centrafrique, le rendez-vous était fixé depuis quelques jours. Merci. À la sortie de Bangui, la capitale, il faut suivre le fleuve et emprunter une piste sur quelques kilomètres. Jusqu'à cette enceinte et ces petits bâtiments au milieu des collines. Avance, avance. C'est Édouard Conan qui doit nous aider à réaliser notre reportage. Il a organisé la rencontre pour que nous puissions faire connaissance avec ces 12 adolescents dont nous ne pouvons pas montrer le visage. Lui est psychologue. Eux, ce sont des enfants soldats. Ils ont pu être récupérés dans les groupes de rebelles auxquels ils appartenaient et être placés ici, dans ce centre. Et si aujourd'hui leurs dessins ressemblent à ceux de n'importe quel enfant du monde, c'est déjà un petit exploit. Ils ont vécu des situations difficiles, ça a transformé leur comportement, leur réaction. Et nous, on essaie de les retransformer à nouveau pour faire d'eux des enfants comme tout autre enfant des Centrafricains. Difficile d'imaginer que ces enfants ont été armés il y a encore quelques semaines. La plupart ont commis des exactions, tué, violé. Nous devions passer plusieurs jours avec eux et raconter leur histoire. Pourtant, rien ne s'est passé comme prévu. Dès le lendemain de notre arrivée, Bangui sombre dans la violence. Un groupe de rebelles, en majorité des chrétiens, vient d'attaquer la ville. Leur cible, ce sont ces hommes en treillis militaires que nous suivons. Ils s'appellent les Séléka, ce qui signifie l'Union, venus du nord du pays, majoritairement musulmans. Eux aussi ont été des rebelles avant de s'emparer du pouvoir il y a 9 mois. Et depuis lors, ils sont accusés de violence et de pillage, même si devant notre caméra, ils disent tout le contraire. Nous ne combattons jamais les citoyens. Voilà. Ceux qui attaquaient la population, il faudrait vraiment qu'on les repousse, on laisse les Centrafricains restent en paix. Voilà notre mission. La guerre entre rebelles chrétiens et musulmans vient d'atteindre la capitale. Bangui va vivre des jours d'une grande violence. Et dans un pays où la moitié de la population a moins de 18 ans, les enfants sont en première ligne, parmi la population ou au cœur des groupes armés. Voici ce qu'on appelle kilomètre zéro, le cœur de la capitale, habituellement toujours embouteillé. Mais ces dernières heures, il y a eu des centaines de morts et nous nous retrouvons au milieu d'une ville fantôme où seuls les groupes armés circulent. Les nuées d'enfants ont disparu des rues, eux aussi. Nous partons à leur recherche. Des passants nous ont dit que des enfants blessés auraient trouvé refuge dans une église. Tout doucement. Nous sommes dans le sud de la ville. Les accrochages ont été nombreux. Bonjour. Bonjour. Le curé là. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Le prêtre s'appelle Freddy Mboula. Il a fait de son église un abri de fortune. Vous dormez là, sur le banc? Oui. Vous vous couchez? Des dizaines d'enfants y ont trouvé refuge depuis 3 jours, à l'abri derrière les murs de l'édifice. Et ce sont qui alors tous ces enfants qu'on voit autour de vous là? Ça, ce sont des enfants de la rue qui se trouveraient au kilomètre 5, puisqu'ils sont agressés et ils ont trouvé refuge ici. Vous avez celui-là qui a été poignardé par un coup de machette dans la tête. Hein?
Une demi-douzaine d'entailles qui semblent s'infecter. Les petits couteaux. 2 autres jeunes garçons sont également blessés. Zembé. Zembé, en sango, c'est le couteau. Lui, il a reçu des cailloux dans la tête. Hein. On a fait aussi Tous des enfants sans famille et sans domicile. Des cibles faciles. Comment est-ce que tu as été attaqué au niveau du kilomètre 5? J'étais en train de dormir quand ils arrivent. Dès qu'ils sont arrivés sur moi, j'ai reçu le premier coup de machette dans la tête. Je me suis réveillé et je me suis mis à fuir. Et puis, Tu sais ce qui s'est passé? Qui s'est passé? Moi, j'étais en train de dormir quand ils m'ont frappé. Des enfants déjà parmi les plus fragiles, victimes d'une haine qui les dépasse. Ils ne comprennent rien, ils ne comprennent rien de ce qui s'est passé. Mais pourquoi ils sont attaqués alors, ces enfants? Ah ben, parce qu'ils sont centrafricains, parce qu'ils ne sont pas, parce qu'ils ne sont pas des musulmans. Hein? Donc les musulmans attaquent tous les chrétiens sans distinction. C'est la première fois que nous l'entendons aussi clairement. L'ennemi est désigné par son appartenance religieuse et pour ces chrétiens, il est musulman. Il y en a qui ont trouvé la mort. On a jeté des cadavres des enfants de la rue dans le lac, dans la rivière. Et nous sommes obligés de les enterrer aussi ici, de l'autre côté. Et ceux-là ont pu s'échapper et ne savent où aller. Et donc ils viennent là à l'église pour trouver refuge. Devant l'urgence, le prêtre nous demande d'emmener les blessés à l'hôpital. Nous acceptons. Aucun secours, aucune organisation n'est encore arrivée jusqu'ici. Notre voiture est une des seules possibilités de transport. À notre arrivée, l'hôpital pédiatrique est en effervescence. Tout le monde est mobilisé. C'est Angela O'Brien, une infirmière britannique qui va prendre en charge les 3 enfants des rues. Arrivée il y a 6 semaines dans le pays pour le compte d'une ONG italienne, elle semble aujourd'hui habituée à ce type de plaie. Leur état est stable. Le premier va devoir passer une radio parce qu'il a des blessures de machette. Et nous voulons vérifier qu'il n'y a pas de dégâts sur la boîte crânienne. Au même moment, c'est toute une famille qui arrive aux urgences. Tous ont le même type de blessure. À commencer par le cadet, 4 ans. Dans la maison, au salon, donc le lance-roquette est tombé dans une chambre à côté. Dans cette pièce, tous sont chrétiens. Mais Angela tient à nous emmener dans la chambre d'à côté. Ici, il y a 10 enfants qui viennent du village de Boali qui a été attaqué. C'était un village musulman. Les rebelles chrétiens sont arrivés, ils ont tué les adultes et ils ont tenté d'enfermer les enfants dans une maison et d'y mettre le feu. Ceux qui ont réussi à s'échapper se trouvent là, souvent miraculés. Ce bébé a eu une fracture du crâne à cause d'un coup de machette. Et il y a eu une hémorragie cérébrale. Il a fallu l'opérer d'urgence. Celle-là a des blessures par balle dans les jambes. Cet enfant aussi a reçu une balle. Ils lui ont tiré dans la tête. Ce papa de 2 enfants était au champ au moment de l'attaque et a eu la vie sauve. Il décrit une expédition punitive. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé les femmes et 2 hommes, 13 personnes en tout. Ils les ont tous tués. Et ils ont blessé ces 10 enfants. Ils disent qu'ils ne veulent plus de musulmans. Moi, je demande simplement que tout ça s'arrête, que la paix revienne et que tout le monde ait à manger. Dans notre pays, c'est toujours la guerre avec ces milices. C'est si dur.
Un hôpital pédiatrique à l'image de tout un pays. Des chrétiens là-bas, des musulmans ici, mais partout, les mêmes souffrances. Vous savez, les blessures qu'ils ont, ce sont les mêmes blessures. Musulmans ou chrétiens, ils ont tous des blessures terrifiantes. Ici, vous voyez, ce sont des enfants musulmans, mais nous avons aussi reçu un enfant chrétien qui est arrivé avec les bras coupés. La même violence inutile. C'est effrayant de voir ce qu'un être humain peut faire à un autre. À partir de ce jour, à chacun de nos déplacements, nous allons être témoins de cette haine qui touche jusqu'aux plus jeunes. Ici, c'est une mosquée qui est saccagée sous nos yeux. Comment croire qu'il y a quelques mois, les deux communautés cohabitaient encore sans difficulté. Mais depuis la prise de pouvoir et les violences commises par les rebelles Séléka, les tensions n'ont jamais cessé de grimper. Le pays s'est embrasé, jetant des milliers de personnes sur les routes. Ce matin-là, nous avons demandé à accompagner une équipe de l'UNICEF dans un des immenses camps de réfugiés qui se sont improvisés. C'est la première fois qu'ils viennent ici. Il y aurait des milliers d'enfants à aider. Ils ont peur pour leur vie et donc se sont déplacés ici et ils sont là, femmes et enfants. On estime entre 15 et 20 000. 15 à 20 000 personnes arrivées en quelques heures juste dans ce camp, installées comme ils le peuvent. C'est une marée humaine, quoi. C'est incroyable. Vous avez l'air surpris? Très surpris, quoi. Parce que c'est une chose est d'entendre ça au téléphone quand les contacts locaux nous ont contactés. L'autre chose est de venir voir la réalité, quoi. C'est inimaginable. Et au milieu du chaos, plus de la moitié des réfugiés sont bien des enfants. Certains sont presque des adolescents, mais beaucoup n'ont que quelques années, voire quelques jours. Attention, attention. Le petit Alphonse, dans les bras de sa maman, est le plus jeune du camp. Elle a accouché juste avant le début des combats. C'est une survivante. C'est une survivante et son bébé aussi est un survivant. Ce bébé il a juste 3 jours aujourd'hui. Ce bébé. Et on a un autre qui a 2 semaines et qui se trouve là-bas aussi. Elle était réveillée très tôt par les coups de feu. Elle a pris son bébé qui n'avait que quelques heures. Voilà. Donc tout autour d'elle, il y avait des gens qui ont pris des balles, qui sont par terre. Elle a dû passer à travers tout ça pour arriver ici. À travers les blessés, les morts? Des blessés, des morts. Et encore une fois, la même réponse. La raison de tout ça serait une question de religion. C'est les musulmans contre les chrétiens. C'est seulement ça, les musulmans contre les chrétiens. Parce que les musulmans veulent nous islamiser. Et nous, les chrétiens, on n'est pas d'accord avec eux. C'est ça le problème. Et vous voudriez vous venger aussi? Oui. La haine à fleur de peau. Pourtant, nous allons comprendre que la situation est plus compliquée et ne se résume pas à un affrontement interreligieux. Si les chrétiens vivent dans d'immenses camps de réfugiés, les musulmans, eux, se terrent dans leur maison. Une de ces familles a accepté de nous recevoir. On vous dérange pas? Depuis la mort de son père, Abdul Nassir, 26 ans, est l'homme de la maison. Là, c'est ma grande sœur et là, c'est ma mère. Vous êtes dans ma famille. Et depuis peu, cette famille s'est bien élargie. Là, ce sont mes cadets. Là, c'est ma petite sœur. C'est ma petite sœur. Et là, ce sont mes nièces. C'est une déplacée. Donc tout le monde s'est réfugié ici chez vous? Ah ouais. Et là, c'est ma tante maternelle. Elle est venue pour nous aider. Elle aussi, elle a trouvé refuge ici. 5 personnes en tout, tantes, cousins et neveux, ont débarqué, effrayés.
n'y avait pas de sécurité dans notre quartier. C'est pour cela que nous sommes venus chez mamie. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Mais le plus dur pour les enfants, ce sont peut-être les mots qu'ils entendent. Il y a des menaces, il y a des voisins qui disent qu'ils vont abattre les musulmans, ou les musulmans sont comme des œufs pourris, c'est ça. Tu as entendu ça? Oui, j'ai entendu ça. Car si les chrétiens ont été les victimes des rebelles Séléka pendant des mois, les musulmans sont aujourd'hui attaqués en représailles. Dans cette famille, pourtant, on n'a jamais soutenu les rebelles. Moi, je suis musulman, mais je ne cautionne pas les barbaries des éléments de Séléka. On condamnait toujours. Aujourd'hui, les musulmans sont victimes. Parce qu'on assimile tout simplement la communauté musulmane au groupe rebelle Séléka. Vous entendez, les gens tiennent des propos haineux contre vous. Dans bientôt, ils vont casser toutes vos maisons pour occuper tous vos biens. Vous étiez des complices de la Séléka. Bon, vous voyez, ce qui vous entraîne un peu à avoir la méfiance. Depuis, tout le monde reste enfermé là. C'est Abdul Nassir qui se charge du ravitaillement, mais dans une ville en état de guerre, la mission est compliquée. On a trouvé quelques provisions pour la famille, mais c'est pas vraiment suffisant. Combien de temps vous pouvez tenir avec tout ça? Au bout de 3 jours. Au bout de 3 jours. Imaginez une famille d'une dizaine d'enfants, donc c'est vraiment un peu difficile. Malgré tout, ils ont décidé de rester, coûte que coûte. C'est mieux, oui, même si on est attaqué, c'est mieux de rester chez soi que de sortir, d'être attaqué sur la route. Parce que sur la route, même si on te tue là-bas, qui viendra te chercher ton cadavre. Mais ici, à la maison, même si on vient nous tuer, les gens sauront que cette famille a été exterminée. Mais les gens viennent quand même chercher les cadavres ici, chez nous. Oui, c'est ça. Donc, j'attends. Merci beaucoup. Merci à vous, par N'hésitez pas à m'appeler. Ok, merci. En repartant, la pluie se met à tomber sur Bangui. Et nous allons nous retrouver au milieu d'une nouvelle flambée de violence. Sur ce marché, les magasins des chrétiens sont à droite, ceux des musulmans à gauche de la rue. La foule s'avance pour lyncher ces 3 marchands musulmans. Quand soudain, Regardez, ce sont eux qui tirent là. Ce sont eux qui tirent là. Ce sont eux qui commencent à tirer les armes. il n'y aura ni mort ni blessé cette fois. Mais les magasins des musulmans sont pris d'assaut. Il faut l'arrivée de l'armée française pour calmer les esprits. Mais à l'arrière, les jeunes chrétiens du quartier ne nous cachent pas leurs intentions. C'est des représailles. Ça va pas régler le problème. Mais là maintenant, si on enlève les armes des musulmans, qu'est-ce que vous allez faire, vous? Non, rien. On va les tuer. On va les tuer. On va les tuer. Des appels au meurtre répétés et sans embâge. Nous allons dorénavant les entendre chaque jour. Et nous allons comprendre le lendemain que les initiatives pour inverser la tendance sont compliquées. Le prêtre Freddy nous a appelés paniqués pour nous demander de venir. C'est lui qui avait recueilli les enfants des rues blessés quelques jours plus tôt. Mais ce jour-là, devant son église, l'atmosphère est électrique. Ils sont arrivés à quelle heure, la foule, là? C'est vers 9h. Depuis 9h que... Et ils sont armés? Non, c'est une foule qui... Ils ne sont pas armés. Ils ont quand même des pierres et des bâtons? Oui. Vous êtes inquiet, vous? Très inquiet. Très inquiet. Le prêtre a en fait invité chez lui plusieurs imams, des religieux musulmans, afin d'essayer d'entamer une réconciliation. Mais à leur arrivée, la foule a réagi violemment. Des soldats de la force africaine ont dû être appelés en renfort. Poussez-vous! Je vous dis de vous pousser. On veut en finir avec eux aujourd'hui. Mais laissez-moi passer. Tu es avec les musulmans ou quoi? On va les massacrer.
Laisse-moi entrer. À l'intérieur, les invités musulmans sont toujours là, paniqués. À côté, l'archevêque de Bangui, lui aussi désemparé. C'est le résultat de la haine qu'on a plantée dans le cœur, des exactions, des exécutions qui arrivent à un moment donné. Moi, j'avais dit à plusieurs fois, viendra un moment du non-retour, même moi, en tant que responsable, je parlerai, les gens ne m'écouteront pas. Je l'avais déjà dit plusieurs fois. Vous avez une foule en hystérie, vous pouvez parler, vous avez beau être le pape, personne ne vous écoutera. La foule se fait de plus en plus menaçante. Ce colonel-là, qui s'est occupé de massacrer, il a tué beaucoup de personnes. On va les ganger, on va les ganger. Les militaires africains décident alors d'exfiltrer les religieux à bord d'un blindé. Dehors, ils sont encore des dizaines à les attendre. Pour se frayer un chemin, les soldats ouvrent le feu. Ce qui devait marquer le début de la réconciliation se termine en affrontement. Alors si même les adultes n'y parviennent pas, comment les enfants les plus fragiles peuvent-ils traverser cette crise ? Cela fait 10 jours que les combats ont éclaté. Nous retrouvons Édouard Conan, avec qui nous avions prévu de réaliser ce reportage. Le psychologue s'occupe des enfants soldats enrôlés dans la rébellion. Et si nous n'avions pas pu le revoir plus tôt, c'est parce que son centre a lui aussi été attaqué. C'est la première fois depuis les événements qu'on retourne au niveau du centre. Et qu'est-ce que vous avez eu comme information? L'information qu'on a eue, c'est que tout a été pillé. Rien n'est resté. Ici, il y a 10 jours, nous avions fait connaissance avec 12 adolescents. Ils réapprenaient à être des enfants après avoir été contraints de tuer, piller et violer. Mais la nuit suivant notre première visite, le centre a été attaqué par des rebelles. Ça, voilà, c'était les chambres. Ce sont les chambres des enfants. Voilà, donc il ne reste plus rien. C'est des lits superposés, c'est ça? Il y avait des lits, il y avait des matelas, il y avait les vêtements des enfants, parce que les enfants sont sortis uniquement avec les vêtements qu'ils portaient. Ils n'ont pas eu le temps de prendre quoi que ce soit. Les dégâts matériels sont énormes. Mais les pilleurs cherchaient surtout à s'en prendre aux enfants eux-mêmes. Des représailles contre ces anciens soldats. Ils sont entrés. Ils ont d'abord cherché à récupérer tout le matériel qui était là, donc les kits, tout ce qu'on avait comme stock. Donc ça a été leur première préoccupation. Et ensuite, quand ils ont fini de prendre le kit, le matériel, ils ont dit qu'ils partaient déposer ce qu'ils venaient de piller et qu'ils revenaient à nouveau pour les enfants. Alors, pour prendre les enfants? Pas pour les prendre, pour, je peux dire, pour les tuer. Tous ont réussi à s'enfuir. Certains ont escaladé les murs, d'autres se sont cachés pendant des heures. Moussa. Oui. Il s'appelle Moussa. Oui, Moussa. Oui. Lui, l'idée qu'il a eue, c'est de monter dans le plafond, se mettre à l'abri. Donc il est resté caché en termes d'autoprotection, de mécanisme d'autoprotection. Je pense qu'il a eu un bon réflexe. Rattrapé par les combats, alors qu'il cherchait à en sortir. Le programme de réinsertion est aujourd'hui à l'arrêt. Les 12 enfants ont été rassemblés dans un autre local, tenu secret. Le matin suivant, c'est notre dernier jour en Centrafrique. L'association qui a pris ces enfants en charge nous autorise exceptionnellement à les revoir avant de partir. Comment ça va? Ça va bien. Ça va? Nous voulons savoir comment eux ont vécu la violence de ces derniers jours. Tous apparaissent très marqués. Après l'attaque, on a pris la fuite. Nous sommes partis dans la forêt. Mais les éducateurs du centre nous ont retrouvés, un par un,
Ils nous ont rassemblés et ils nous ont ramenés ici. Depuis le début des combats, il y a plus d'1 an, les organisations remarquent que le nombre d'enfants soldats a plus que doublé en Centrafrique. Il serait 6 000 aujourd'hui, armes à la main. Édouard nous raconte combien cette main-d'œuvre est importante pour les chefs de guerre, sans scrupules. Ils ont été obligés parfois à commettre des assassinats, ils ont été obligés de violer des femmes, eux-mêmes ils ont été violés, ils ont été privés de nourriture, agressés physiquement, ils ont des flashbacks, ils ont des hallucinations. Il y en a qui vous racontent, quand je traverse la route, je vois le fantôme de la personne sur qui j'ai tiré, qui vient, qui me poursuit. Quand je dors, je revois ces personnes, les fantômes de toutes ces personnes. Donc c'est des situations très difficiles pour eux, une souffrance qu'ils vivent un peu au quotidien. Pour tenir, Édouard les fait parler, raconter. Il sait que c'est comme ça qu'ils abandonneront pour de bon leur passé. Qu'est-ce qui te plaît dans ta nouvelle vie actuellement? Qu'est-ce qui te plaît? Certains autres enfants qui étaient avec moi sont toujours là-bas, dans les groupes armés. Ils prennent encore des armes pour faire des exactions. C'est qu'ils sont bêtes. Ils sont bêtes parce qu'avavec toutes les souffrances qu'on a connues là-bas, moi je suis resté avec les rebelles Séléka pendant 3 ans. Ici dans le centre, je suis bien. Je ne dois pas prendre de tour de garde, je ne fais plus rien de mal et je ne dois plus faire les travaux forcés. Mais qu'est-ce que tu veux devenir maintenant? Aujourd'hui, je vis comme un enfant de mon âge. Ma place n'est pas dans l'armée. Et ma place n'aurait jamais dû être dans l'armée parmi les Séléka. Ma place est ailleurs, à l'école. Je suis encore jeune. Je vais pouvoir faire quelque chose pour mon pays. Ceux-là sont en bonne voie vers des jours meilleurs, alors que leur pays, lui, semble égaré. Comment les enfants de Centrafrique vont-ils grandir, alors que sur leur chemin, haine et violence sont les seuls repères? Que deviendront demain les enfants du chaos?